Voilà, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez encore un peu de jus, parce qu'il y a beaucoup d'exposés. Donc voilà, je vais essayer de ne pas être trop long, surtout que j'aimerais bien pouvoir être rapatrié sur Nancy. Donc, voilà, je vais vous parler en fait d'un aspect un petit peu technique. Donc vous avez entendu finalement un certain nombre de résultats qui mettent en évidence les effets contrastés du mélange. Mais comment sont-ils acquis, sur quel dispositif? C'est ce dont je vais vous parler pour le moment. Et je vous propose en fait, de faire un petit tour des différents types de dispositifs. Je ne sais pas trop comment. À gauche. Ouais. Ok. Alors, avant de nous intéresser au dispositif Sensus-Teco, on va examiner rapidement ensemble finalement les types de réponses auxquelles on s'intéresse. Donc, généralement, ce sont des réponses intégratives. Donc, par exemple, comme la performance. Vous avez ici un exemple qui vous montre qu'en moyenne, la productivité augmente avec la richesse, mais il y a une forte variabilité autour de cette moyenne. On peut également s'intéresser à un autre aspect très intéressant, qui est la stabilité, donc à différentes échelles, soit suite à un stress ponctuel, soit finalement sur une période relativement longue. Le fait que l'association d'espèces, puisqu'elles répondent potentiellement différemment à certaines perturbations, finalement entraîne, quand elles sont associées, une réponse plus stable. Et on s'intéresse également à la multifonctionnalité des peuplements, on a abordé ça également. Alors, on s'intéresse à ces réponses à différentes échelles, à l'échelle de l'arbre, à l'échelle des populations constitutives et également à l'échelle finalement du peuplement mélangé dans son ensemble, c'est-à-dire de la communauté. Et comme on l'a souligné, en fait, on observe une forte variabilité, donc à la fois dans l'espace et dans le temps, ce qui rend vraiment très difficile la généralisation des résultats. Alors, finalement, quelles sont les variables explicatives auxquelles on s'intéresse? Alors, globalement, c'est le nombre d'espèces, c'est ce qu'on appelle la richesse, mais c'est encore davantage, finalement, la diversité des traits de ces espèces, donc ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle. Vous avez un petit exemple qui vous montre des peuplements avec des richesses et des diversités fonctionnelles assez contrastées. Et tout ça, bien sûr, ça peut avoir un impact sur la diversité associée. Alors, les autres variables explicatives, c'est bien sûr le contexte abiotique et biotique, mais c'est également, dans une certaine mesure, également donc la structure qui peut elle-même être influencée par le mélange. On a observé en fait que dans pas mal de mélanges, finalement, l'association d'espèces permettait d'augmenter la densité du peuplement. Alors, globalement, on va distinguer en fait trois principaux types de dispositifs, donc du plus simple au plus compliqué. Le premier, ce sont les inventaires forestiers que tout le monde connaît. Le deuxième, on y a fait allusion tout à l'heure, ce sont des observatoires dans des peuplements existants. Et puis, il y a un troisième type qui sont en fait des plantations expérimentales dédiées. Et en fait, on peut comparer assez facilement ces différents types de dispositifs sur base de trois critères ici. Donc finalement, ce qu'il faut essayer de faire, c'est éviter les effets confondants. Par exemple, typiquement, lorsqu'on est dans des inventaires forestiers, il peut y avoir une relation entre le nombre d'espèces, la richesse, et les conditions du milieu. Alors, on cherche aussi à investiguer non pas une fonction, donc par exemple la réponse à la sécheresse ou la réponse à la productivité, mais une palette finalement de fonctions. Et troisièmement, on essaie en fait d'être le plus représentatif possible de la population d'intérêt. Et donc, ces différents types de dispositifs ont des qualités et des mérites différents par rapport à ces trois critères. Alors, comme je n'ai que 10 minutes et qu'il y a déjà 5 minutes passées, je vais aller très vite. Donc voilà, ici, ce sont les inventaires régionaux. Alors, principale limite, c'est un principal intérêt, d'abord, c'est la couverture spatiale très large, les types de peuplement aussi très variés, avec des types de gestion très variés, mais il y a un risque parfois élevé de facteurs confondants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, mais qu'on devra faire très attention finalement dans l'interprétation des résultats. Et je vous mets ici une petite étude qui vous montre comment on a en fait comparé la hauteur dominante observée par rapport à la hauteur dominante attendue sur base de monoculture, mais qui se développe dans des conditions de milieu comparables. Deuxième possibilité, ce sont les observatoires. Donc là, généralement, on travaille sur des forêts matures. On essaie au mieux de contrôler les facteurs de variation.
On travaille généralement sur des gradients de diversité beaucoup plus larges, et là, on cherche en fait à éviter tout biais en matière de composition spécifique, notamment en s'assurant que toutes les espèces qui sont constitutives de monoculture se répètent également dans les différents niveaux de richesse. Sinon, finalement, la réponse, elle pourrait être liée à une espèce qui n'est pas présente dans les autres niveaux. Et typiquement, l'intérêt, c'est qu'on travaille sur des peuplements matures dans des conditions assez contrôlées, même si parfois c'est difficile d'avoir un contrôle exact sur l'homogénéité de tous les facteurs environnementaux. Un exemple, c'est justement le dispositif qui avait été mis en place dans le cadre de Fundiv Europe, donc qui couvre plusieurs pays, et on a essayé en fait de respecter tous ces critères. Alors, je ne vais pas parler des triplets, qui sont une variante, en fait, où là, on compare finalement des monocultures et des peuplements mélangés à deux espèces. Donc là, c'est pas vraiment un effet de la diversité, mais un effet du mélange. Alors, ça peut être très intéressant parce que ça permet d'explorer, pour un nombre limité d'espèces, des conditions finalement environnementales très larges. Donc, vous avez ici un exemple qui est tiré de l'action Biomix4, qui vous montre en fait qu'on a essayé finalement d'investiguer un gradient relativement large, mais il y a toujours beaucoup de facteurs qui jouent, et donc c'est souvent difficile d'attribuer les réponses à un seul de ces facteurs. Enfin, nous avons des plantations expérimentales où là, on contrôle en amont finalement toutes les sources de variation, et on peut manipuler étroitement finalement les facteurs testés, travaille généralement sur un large gradient de diversité. Et vous avez ici un exemple d'une telle expérience où vous avez en fait sur l'axe X un gradient de diversité fonctionnelle et sur l'axe Y un gradient de richesse, c'est-à-dire que pour un nombre d'espèces données, vous pouvez finalement avoir une diversité fonctionnelle plus ou moins forte ou plus ou moins faible. Et on essaie aussi éventuellement parfois de contrôler d'autres facteurs, par exemple l'alimentation en eau dans le dispositif. Alors, typiquement, comment ça se passe? C'est, on essaie en fait d'associer des monocultures et de reconstituer des mélanges avec ces mêmes espèces, mais tout en gardant toutes les autres conditions constantes, et notamment la densité, c'est ce que vous voyez encadré en bleu, donc c'est ce qu'on appelle un effet de substitution par opposition à un effet additif. Et puis, il y a une myriade de facteurs qu'on peut varier, la taille des parcelles, la quantité initiale, l'agencement spatial. Et je vais vous donner un exemple de plantation expérimentale que je connais bien, donc qui se situe en Belgique, qui est en fait une expérimentation avec 3 sites. Et pour un des sites, la conception générale est la même. Donc on part d'un pool d'espèces et généralement, en fait, on cherche à diversifier ces espèces en termes de traits. Vous voyez ici les espèces en question. Là, on a croisé des niveaux de richesse et des niveaux de composition spécifiques, en fait, pour avoir non seulement l'effet richesse, mais aussi l'effet identité pour chaque niveau de richesse. Et donc, ça mène rapidement à beaucoup de modalités, des surfaces très importantes, mais ça permet de tester et éventuellement, on l'espère en tout cas à terme, d'avoir des effets ou des interprétations possibles sur le plan sylvicole. Alors, je termine par quelques enjeux, puisque ce qu'on cherche tous ici dans cette table, c'est finalement à savoir ce qu'on va pouvoir tirer de ce type de dispositif. Et donc, il y a quand même un certain nombre de difficultés liées à l'utilisation de ces dispositifs. C'est que, généralement, on cherche à maximiser les interactions, donc avec des densités relativement élevées. Et d'autre part, on choisit les espèces non pas en fonction de la sylviculture, mais en fonction finalement de la diversité des traits. Et donc, du coup, c'est parfois difficile, en fait, d'en tirer directement des enseignements sylvicoles, et ça donc met en relief tout l'intérêt de développer parallèlement à ces dispositifs, des dispositifs sylvicoles. Quelques enjeux, c'est que ces plantations évoluent dans le temps, et donc forcément les effets du mélange également, avec une tendance au démélange, puisque certaines espèces qui sont dominantes, finalement, prennent le dessus. Et donc, concrètement, faut-il gérer ces dispositifs ou au contraire les laisser en tant que tels? Donc, pour Forbier, on a choisi en fait d'éclaircir, tout en maintenant le design originel en termes de proportion des espèces. Alors, comme on l'a évoqué aussi à plusieurs reprises, ce qui est très important, c'est d'aller au-delà de l'échelle de la parcelle forestière et d'étudier donc les effets des mélanges à différentes échelles, notamment à l'échelle du paysage. Voilà, merci pour votre attention.